Le mot à la mode, je vous le disais dans cette campagne, c'est éparpillement ou dispersion, c'est selon éparpillement des intentions de vote au premier tour, selon les sondages, vers les petits candidats. Exemple, Christiane Taubira pour les radicaux de gauche, Laurent Hakim, Emmanuel Beck. Christiane Taubira a bien fait de profiter de l'extravagance de ses compatriotes outre-mer, des rythmes de gros cas et des danses ballets. Parce que de retour chez les métropolitains de Colmar ou de Toulouse, le ciel est évidemment un peu plus terne et les rencontres se font derrière des tables en formica. En revanche, le discours, lui, ne change pas, celui d'une idéaliste, comme elle dit, avec des pieds sur terre. Je suis seule à plaider pour la reconnaissance des identités, qu'elles aient 2000 ans d'âge ou qu'elles soient plus récentes et liées à l'histoire coloniale de la France. La seule à plaider sans complexe pour laisser respirer les libertés locales en respect de la diversité des territoires. La seule à me positionner très clairement pour l'égalité des chances en disant que les politiques publiques doivent réparer les erreurs qui ont fait que sur l'ensemble du territoire, on n'a pas un égal accès au savoir, aux connaissances. La seule à dire très clairement qu'il faut que la République soit fraternelle. Elle apprend aussi les réflexes de la politique parisienne dans les velours de l'hôtel Lutetia ou du Café de Flore. Dans un dernier sondage, la candidate qui veut rendre la vie plus belle a multiplié par 4 ses intentions de vote. Mais il y a encore du travail. Elle n'atteint que 2%. Deux images de sport pour terminer. D'abord, un champion confirmé, Tiger Woods en golf, qui a remporté le Masters d'Augusta pour la 3e fois la nuit dernière. À 26 ans, le numéro 1 mondial a donc empoché un chèque de plus d'1 million de dollars. Et puis un champion qui promet, il est tout jeune, il n'a pas 16 ans, 15 ans et 10 mois exactement, il s'appelle Richard Gasquet et il a passé le premier tour du tournoi de Monte-Carlo sur terre battue en battant l'Argentin Scolari, une référence en 3-7, 7-6, 3-6, 7-5. Richard Gasquet est issu des qualifications, il pourrait rencontrer au prochain tour Marat Safin. Ça promet donc. Fin de cette édition, tout de suite, élection 2002, face à la rédaction, Arlette Laguillet ce soir, la météo Patrice Drevet, 23h15, donc complément d'enquête Benoît Duquesne, dernier journal minuit 50 avec Laurence Piquet, dès 6h30 télématin, Françoise Laborde recevra précisément Christiane Taubira et Jean Saint-Josse au cas de vérité. On se quitte avec de jolies images du mondial du vent qui démarre demain à Leucate dans l'Aude, plusieurs disciplines, le kitesurf et le funboard notamment. À demain. Bonsoir Madame Laguillet. Bonsoir. Les dernières semaines vous ont donné des ailes avec des sondages qui parfois vous ont placé en 3e position. En 95, vous aviez obtenu 1 600 000 voix, vous en espérez cette fois-ci 3 millions. Alors dans votre meeting à Paris hier, vous avez évoqué les luttes des travailleurs, 1936, mai 68. Ces 10% de voix, ces 3 millions d'électeurs auxquels vous aspirez, ce serait pour vous l'occasion d'appeler un grand mouvement des travailleurs à une grève générale en France? Écoutez, d'abord, je serais très prudente sur les sondages. Mais imaginons. J'ai simplement évoqué que si cette possibilité arrivait le soir du scrutin, je pense que ça mettrait les travailleurs en meilleure position, effectivement, pour mener une lutte d'ensemble qui permette de faire aboutir les mesures et les revendications. C'est quoi exactement? C'est une grève générale, c'est des travailleurs qui manifestent tous ensemble dans les rues et qui sont en grève. Et j'ai cité effectivement ces mouvements de juin 36 et de 1968 qui n'étaient pas la révolution, mais qui par la puissance du mouvement du monde du travail, qui prouve bien d'ailleurs que c'est sur lui que repose toute la société, parce que quand il s'arrête, plus rien ne fonctionne. Et ce que je veux dire, c'est que ce monde du travail, il sera en meilleure capacité peut-être de mener ces luttes, mais je ne suis pas en train de dire que moi, il suffit que je claque dans mes doigts et que 3 millions de travailleurs vont être d'accord, mais c'est une espérance, c'est un espoir et un souhait. La grève générale, ça serait pour quoi? Pour augmenter les salaires, pour changer la société, renverser le gouvernement, ça serait pour quoi faire? Ça serait pour faire reculer le patronat et le gouvernement, quel qu'il soit à ce moment-là,
sur d'abord ce qui me paraît être le plus important, c'est-à-dire arrêter d'augmenter le nombre de chômeurs en laissant les grands groupes licencier par centaines ou par milliers des travailleurs à travers tout le pays. C'est pourquoi je dis qu'il faut obtenir l'interdiction des licenciements collectifs et en particulier dans toutes ces grandes entreprises qui font du profit et qui décident, je ne sais pas, comme Monsieur Sellière, un jour de retirer son capital de Valeo ou d'AOM Air Liberté parce que ça ne lui rapporte pas les 15 ou 20% escomptés et que du coup les travailleurs se retrouvent à la porte. Donc je pense, oui, qu'une telle mesure pourrait être obtenue par un mouvement d'ensemble du monde du travail. On évoquait 36, mais on ne se rappelait peut-être plus qu'en 1936, les travailleurs ont obtenu pour la première fois des délégués du personnel, c'est-à-dire le droit des ouvriers de parler à égalité face à des patrons qui se croyaient de droit divin, qu'on a obtenu effectivement des congés payés, qu'on a obtenu un doublement des salaires, et en 68, on a obtenu que le SMIC augmente de 35%, c'est-à-dire le salaire minimum. Alors, on a peut-être oublié tout ça, mais la force de la classe ouvrière, quand elle se met en branle, eh bien, elle est importante et on peut faire reculer le patronat. Alors justement, pour être précis, vous parlez des travailleurs. Concrètement, est-ce à eux, par leur mouvement, par leur lutte, d'imposer une politique et d'une certaine façon un peu de diriger le pays ? Je crois qu'il faudrait, parce qu'on voit bien que la politique de ces grands groupes, finalement, entraîne le pays dans des difficultés. Parce que moi, je parle au nom des travailleurs, je ne parle pas au nom de l'ensemble des Français. Je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt commun. Donc c'est aux travailleurs et non pas à l'ensemble des Français. Je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt commun entre les quelques dizaines de grands groupes qui dominent l'économie et les travailleurs. Donc, effectivement, votre question, c'était... Oui, c'était justement, est-ce que c'est aux travailleurs, donc pas l'ensemble des Français, oui, mais aux travailleurs, d'imposer, d'une certaine façon, leur loi, leur politique, et donc de diriger le pays? D'abord, je crois que les travailleurs dans ce pays, ils sont majoritaires dans la population. Parce que quand on entend travailleurs, je sais bien qu'on me caricature, mais c'est pas seulement les ouvriers d'usine, c'est les employés de banque, des assurances, c'est les travailleurs de l'État, ceux de la fonction publique, ceux des services publics, des hôpitaux, de la poste, etc. Donc je dis qu'il faut que ces travailleurs, et c'est ma deuxième mesure dans cette campagne, puissent contrôler l'économie autant que faire se peut, et qu'il y ait effectivement la levée du secret bancaire et du secret commercial pour qu'on puisse avoir le contrôle d'où vient l'argent d'abord des entreprises. Moi, je dis qu'elle vient du travail des salariés. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cet argent? Est-ce qu'on les réinvestit dans des productions utiles ou est-ce qu'ils servent à la spéculation? Ou est-ce qu'ils servent aux délocalisations pour exploiter d'autres travailleurs ailleurs? Et contrairement à ce qu'on croit, les délocalisations ne sont pas seulement en direction des pays les plus pauvres. C'est même à l'intérieur du pays que tout simplement parce que dans une région, le conseil régional vous offre plus d'argent qu'une autre région, que certaines entreprises sont délocalisées, même si ça ruine une ville ou une région concernée. Autre idée que vous avez à l'esprit, si vous obteniez ce score auquel vous aspirez, c'est la création d'un nouveau parti communiste. Alors en quoi serait-il différent de l'actuel parti communiste? Je crois que le parti communiste, d'une certaine façon, a fait faillite parce que sa participation gouvernementale, enfin qui n'est pas la première, mais en tout cas sa participation gouvernementale depuis 5 ans, manifestement lui fait perdre une partie de son électorat, en tout cas si l'on en croit les sondages aujourd'hui. Et je crois qu'il faut recréer, oui, et sans doute d'ailleurs avec beaucoup de militants du Parti communiste déboussolés aujourd'hui, il faut reconstruire un vrai parti communiste qui reprenne, oui, les idéaux d'en finir avec l'exploitation capitaliste et qui combattent et qui ne cautionnent pas surtout les mesures en ayant quelques postes de ministre. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que les voix pour moi seront inutiles, comme le dit Monsieur Robéru. Mais les presque 3 millions de voix qu'il avait obtenues en 1995, d'accord, elles ont rapporté 4 strapontin ministériels au Parti communiste, certes, mais ça n'empêche pas Jean-Claude Guessot, par exemple, d'avoir signé plusieurs décrets autorisant un début de privatisation.
que ce soit à Air France, que ce soit en ce moment à la STECMA. Et c'est ça qui décourage les travailleurs dans les entreprises, c'est que ça soit des ministres qui se réclament du Parti communiste, donc en principe des intérêts des travailleurs, qui finalement mènent une politique contraire à ces intérêts. Est-ce que ce nouveau parti que vous créeriez serait un petit peu plus transparent que ne l'est Lutte ouvrière aujourd'hui? Est-ce qu'on connaîtrait ses dirigeants? Est-ce qu'on connaîtrait ses structures? Est-ce qu'on saurait tout? Écoutez, les dirigeants de Lutte ouvrière sont connus. Je crois qu'on a envoyé depuis notre dernier congrès 57 noms de membres de notre comité central. Donc on peut les contacter, on peut leur parler. Lutte ouvrière, je l'ai dit moult fois, mais enfin je le redis, fait son congrès tous les ans. Alors on nous reproche d'avoir des pseudonymes, mais enfin vous savez, je remarque, vous qui êtes journaliste, vous devez le savoir, je connais beaucoup de journalistes, en tout cas dans la presse écrite, qui écrivent sous des pseudonymes, c'est évident. Oui, mais il y en a un certain nombre. Alors, nous, on nous reproche un tas de choses. Bon, peut-être. Vous étiez Bizet, maintenant vous êtes Arlette. Voilà. Ah j'ai toujours été Arlette. Très bien. Voilà. Non, mais pour tout le monde. Bon, alors, simplement, on va accélérer un petit peu parce que on a encore beaucoup de questions à vous poser et on va dépasser le temps de parole. Alors, voilà. Gérard Leclerc. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous vouliez interdire les licenciements dans les grandes entreprises et les réquisitionner si elles voulaient le faire. Mais en France, la moitié des licenciements sont le fait d'entreprises, de PME de 10 à 49 salariés. Qu'est-ce que vous faites de ces entreprises qui licencient? Vous les nationalisez aussi? Oui, mais vous savez, c'est un petit peu un faux problème que vous posez, parce que la plupart de ces entreprises, quand elles mettent la clé sous la porte, c'est bien souvent parce qu'elles sont des filiales des grands groupes ou qu'elles n'ont du travail que par la bonne volonté des grands groupes. Vous savez bien, toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises d'automobile sous-traitent une grande partie de leur activité à des beaucoup plus petites entreprises. Et le jour où ça va mal, c'est vrai que c'est d'abord dans les PME, d'abord dans les PMI que les licenciements ont lieu. Vous savez, à AZF, qui va fermer, il y a beaucoup, attendez, je termine, il y a beaucoup de sous-traitants où les travailleurs sont aujourd'hui déjà, déjà au chômage. Alors, ce que je pense, c'est que bien souvent, regardons, lorsque ces entreprises dépendent de grands groupes, à prendre sur les profits de ces grands groupes pour maintenir les emplois, y compris dans ces boîtes sous-traitantes. Alors, AZF, c'est une question d'actualité. Vous êtes pour ou contre la décision prise par Total Elfefina de fermer l'usine? Moi, je trouve indigne qu'on annonce aux ouvriers qu'on ferme leur usine sans avoir proposé à chacun de ces travailleurs un emploi, et tant qu'on ne lui a pas proposé son emploi, qu'on lui garantisse son salaire, jusqu'à temps que le groupe, qui est quand même un grand trust extrêmement riche, qui a fait des bénéfices en hausse l'année dernière, eh bien jusqu'à temps qu'il offre un emploi à ses salariés. Et puis je dis aussi que la ville de Toulouse, la municipalité, qui a autorisé après tout toutes ces constructions, ces écoles, cet hôpital, ces immeubles d'habitation autour de l'usine AZF, est aussi co-responsable et qu'elle-même pourrait proposer des emplois à tous ces travailleurs. Moi, mon principe, c'est que si cette entreprise doit fermer, il ne faut pas qu'il y ait un seul travailleur sur le carreau, il faut qu'il garde son salaire jusqu'à temps qu'il ait un emploi équivalent. Arlette Laguillet, la sécurité maintenant, c'est écrit dans Lutte ouvrière, un des credos de votre organisation, un de vos objectifs, c'est la destruction de l'appareil d'État, c'est-à-dire l'armée, la police, la justice. Comment vous faites? Qui va rendre la justice une fois que la police et la justice seront détruites, et qui va faire la police? Écoutez, je ne sais pas qui aujourd'hui dans cette société n'est pas pour une grande réforme de la justice. Une grande réforme, une grande réforme de l'État, une grande réforme de la police, de la gendarmerie, de l'éducation nationale. Eh bien, moi, je ne me présente pas dans cette élection avec un programme de destruction. Je me présente avec un programme de défense des intérêts des travailleurs. Et je vous mets au défi de trouver dans un seul de mes meetings, un seul de mes discours, une seule de mes interventions à la télé, où j'ai parlé de ça. Ce n'est pas là-dessus que je me présente. Ça figure quand même en page 2 de votre Lutte ouvrière. Je suis communiste. Tout le monde le sait, et ça fait très longtemps, et contrairement à ce qu'on dit, puisque vous avez Lutte ouvrière, le nom de l'Union communiste trotskiste
est marqué. Donc nous n'avançons pas masqués, mais exactement comme M. Chirac ne se présente pas en disant je me présente pour qu'on vote sur l'exploitation capitaliste, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, sur l'impérialisme, il ne se présente pas là-dessus, pourtant il est pour tout ça, il est pour ce système. Or il se présente sur un programme, et ben moi je me présente sur un programme de défense des intérêts des travailleurs. Pour la défense des intérêts des travailleurs, justement très concrètement, il y a beaucoup de gens, des travailleurs, qui se font voler leur voiture, par exemple. C'est une petite acte de délinquance, mais très gênant. Bon, alors, à cela, qu'est-ce que vous dites? Je connais. Qu'est-ce que vous dites? Attendons que le chômage soit résorbé, puis ça ira mieux, ou bien vous leur dites, attendez, on va prendre des mesures immédiates? Je crois qu'il y a des mesures immédiates à prendre, mais je ne crois pas que ce soit des maisons de correction. Par exemple, oui, alors par exemple. Je crois que d'abord, il faut que l'État investisse d'abord dans l'éducation. Je crois qu'il faut que tous ces jeunes des cités populaires, où d'abord souvent le chômage est à des taux de 30, 40, 50, j'ai même vu certains quartiers populaires avec 60% de chômeurs. Alors le chômage n'explique pas tout évidemment, mais ça veut dire une misère matérielle, une misère morale, un manque d'éducation et d'instruction. Eh bien la première mesure, oui, c'est que de mettre tout de suite dans tous ces quartiers populaires et dès les petites classes, les plus petites et dès la maternelle, un enseignant seulement pour 5 élèves, de façon à ce qu'on apprenne à ces jeunes à lire, à écrire, qu'on les éduque, qu'on leur apprenne un certain nombre de choses qui leur permettront de s'en sortir et pas de voir l'avenir en noir, pas d'être désespérés et du coup de devoir suivre peut-être des petits voyous et des délinquants qui restent minoritaires dans ces cités. Et quand on y vit, on le sait. Alors, pour être très concret, là, la police et la justice, vous en faites quoi? Par exemple, la lutte contre le grand banditisme, vous faites comment? Vous savez, j'ai pas de recette, mais pas plus que les autres candidats dans la lutte contre le banditisme. Il est évident que je suis pour que les policiers aient les moyens de se défendre, des gilets pare-balles, les voitures aussi rapides que les gangsters, parce que c'est ce qu'ils ont réclamé récemment, les gendarmes et les policiers. Mais cela dit, vous savez, tant qu'on vit dans une société qui est basée sur l'argent facile et que certains exemples venant de politiciens, de l'appareil d'État, y compris de patrons des grandes entreprises, montrent que dans cette société, eh bien finalement, plus on vole les autres et finalement mieux on est considéré, eh bien je crois que c'est cet exemple-là qu'il faudrait peut-être arrêter de donner, en tout cas aux jeunes qui, de petits délinquants, pourraient sombrer dans la grande délinquance. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, tous ceux qui réclament l'emprisonnement, etc., je crois que le remède est pire encore parce que ça veut dire que ces petits délinquants qui ont commis des petits larcins, quand ils vont sortir de prison, peut-être malheureusement être transformés en vrais délinquants et en vrais gangsters. On quitte la France quelques instants pour parler du Proche-Orient. Oui, avec une question simple, dont vous connaissez la situation bien évidemment au Proche-Orient. Selon vous, qui porte la responsabilité? Est-ce que c'est Sharon? Est-ce que c'est Arafat? Je crois que c'est la politique criminelle d'Ariel Sharon, qui est un ministre d'extrême droite, qui porte la responsabilité. Il a été de ceux, il a intensifié les colonies, il est de ceux qui viennent là d'attaquer les territoires palestiniens. C'était contre les attentats, dit-il. Non, les attentats, ils sont plus venus en réaction à des bombardements, à des missiles qui sont lancés sur les camps, à un armement, une armada extraordinaire. Mais vous les condamnez, ces attentats, ou pas? Je vais y revenir, mais je crois que c'est justement son envie, peut-être dans sa tête, de rétablir un équilibre à ce qu'il y ait plus de juifs qui vivent dans ces territoires par rapport à la population palestinienne qui est responsable de ça aujourd'hui. Moi je ne suis pas, et je l'ai toujours dit, et mon mouvement a toujours milité contre les attentats terroristes aveugles, parce que de toute façon je pense que ça se fait toujours au détriment des peuples dont les leaders utilisent cela. Mais je pense quand même que effectivement la responsabilité première, bien sûr qu'elle est au gouvernement d'Ariel Sharon et que c'est lui qu'il faudrait obliger à arrêter cette politique de colonisation des territoires et qu'on reconnaisse à l'égal du droit au peuple juif à un État, le droit au peuple palestinien à un véritable État et pas seulement ces minuscules petits territoires qu'on est même aujourd'hui en train de lui contester. Alors, à force de taper sur Lionel Jospin, qui ne fait pas suffisamment pour la gauche, Robert Hue, etc., vous risquez de contribuer
à une victoire de Jacques Chirac. Alors au soir du 5 mai, si vous voyez Jacques Chirac élu, vous aurez un sentiment de culpabilité? Vous savez, il n'y a pas que moi qui tape sur Jospin en ce moment. J'ai Non, mais l'impression enfin, vous que y allez ses fort, amis, vous y Monsieur allez fort, Chevènement, Monsieur Hu, même Monsieur Mamère, mais vous, sont dans beaucoup de domaines. Bah oui, parce que je pense que ce gouvernement, en 5 ans, n'a pas plus protégé les travailleurs des licenciements, des bas salaires, de la précarité que le gouvernement de droite. Alors, je l'ai dit, mais je le redis, je n'appelle pas à l'abstention pour le deuxième tour, contrairement à ce que certains m'ont fait dire. Je ne voterai évidemment pas, et je ne donnerai pas de consigne de vote, évidemment, pour Jacques Chirac. Ça sera la faute à Arlette si Jospin est battu? Non, je n'en donnerai pas non plus. C'est pas la faute à Arlette si Jospin est battu? Je n'en donnerai pas non plus pour Lionel Jospin. Je pense que ceux de mes électeurs qui auront envie de voter Jospin, ils le feront, qu'ils n'ont pas besoin de moi pour le faire, et de la même façon que ceux qui n'en auront pas envie, eh bien, c'est la même chose. Ils n'attendent pas après moi. Mes électeurs, ils savent exactement ce qu'ils ont envie de faire. L'éventuelle défaite de Lionel Jospin... Je ne donne pas de consigne de vote comme à une armée. Les électeurs, l'éventuelle défaite de Lionel Jospin, ça vous laisse sereine? Écoutez, oui, c'est à sa politique qu'il le devra s'il doit perdre ces élections. Merci Madame Laguiller. Demain, nous recevrons Christine Boutin et puis en fin de soirée, donc rendez-vous avec l'information sur France 2, complément d'enquête et les organisations humanitaires. Bonne soirée à tous. Soirée sur France 2. Ils ont quitté leur famille pour vivre leur passion. Suivez-les jour après jour. Ensuite, Benoît Duquesne consacre un nouveau numéro de complément d'enquête à l'humanitaire. Enfin, Ève Ruggieri fête les 10 ans de succès de la soprano Nathalie Dessay. France 2. Jour après jour, complément d'enquête et musique au cœur, ce soir sur France 2. On peut pratiquer un sport de milliardaire sans être patron de multinationales. On peut manger du caviar à la louche sans avoir de compte en Suisse. Et on peut aimer les belles berlines sans avoir forcément besoin d'un chauffeur pour la garer. Passat, une autre idée du luxe. Vous êtes de mauvaise humeur? Ce n'est pas une fatalité. Jour après jour de Lactel contient des fibres pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. À chaque fois où votre fils a eu un 0 indicté, mais ce n'est pas une fatalité. Jour après jour de Lactel, des fibres et du bien-être. Et pour moi, c'est formidable parce que mon cholestérol a baissé énormément. J'ai été surpris de constater que mon taux de cholestérol avait baissé. Ces personnes ont simplement essayé Proactif de fruits d'or. Les stérols végétaux contenus dans Proactif de fruits d'or réduisent le taux de mauvais cholestérol de 10 à 15% en 3 semaines. Très efficace. Proactif de fruits d'or est la seule margarine en France qui réduit significativement le cholestérol. Et j'en suis très très contente. Et maintenant, cuisinez de savoureux petits plats avec le nouveau Proactif Cuisine. Je m'appelle Théina, je suis née ici en Bretagne. Je suis la fille d'un Français qui était dans la marine et d'une Tahitienne. C'est ma maman qui m'a appris à danser. La danse est quand même bien ancrée dans la culture polynésienne. D'apprendre aux autres, de les voir sourire, de les voir chanter, moi ça me rend heureuse. Une petite bretonne qui va découvrir ma culture. La danse, c'est comme un conteur en Bretagne qui va raconter une histoire. Tous les gestes veulent dire quelque chose. La plupart des jeunes filles, quand elles dansent, elles voyagent. C'est un voyage de 22 heures qu'on fait en 3 heures. Elles ont réalisé une partie de leur rêve. Et maintenant qu'elles savent danser, il leur reste plus d'aller là-bas.
écoutez Talent de vie sur France 2. La vie, la vraie, au chant. Sur France 2, retrouvez votre film avec MTech. MTech, cassette vidéo, CDR et support multimédia. Les images reçues sont incontestables. C'est aujourd'hui pour nous l'aube d'une ère nouvelle. Nos amis martiens sont des êtres à base de carbone. Mais concernant leurs intentions, d'après vous, sont-ils amicaux? Eh bien, étant donné le niveau extrêmement élevé de leur développement scientifique, ils sont plus civilisés que nous. Par conséquent, pacifiques et éclairés. Je crois que les Martiens ont plus de raisons d'avoir peur que nous, les hommes. Mars Attacks. Tim Burton vous offre l'apocalypse la plus joyeuse de l'univers. Demain soir sur France 2. Bonsoir à tous. Il paraît que le soleil va se présenter en fin de semaine et qu'il sera élu parce qu'il fera beau en cette fin de semaine. En attendant, c'est plutôt ballottage dans le ciel, avec un ciel très variable. Et regardez l'animation satellite qui montre que la dépression s'est déplacée vers l'Allemagne et qu'à l'arrière, eh bien, il y a une perturbation associée à cette dépression que l'on va retrouver demain matin au lever du jour du Massif central jusqu'à l'Artois. Ça sera un temps très très gris avec quand même quelques petites apparitions du soleil. La perturbation proprement dite se situe plutôt sur le nord-est avec même des chutes de neige au-dessus de 800 mètres sur les Vosges, du beau soleil autour de la Méditerranée tout simplement parce qu'il y aura du vent, de la tramontane, du Mistral et puis aussi un vent de secteur ouest jusqu'à 60 km à l'heure partout ailleurs, je le disais, ciel variable dans l'après-midi aussi, avec quand même un ciel un petit peu plus bleu de la presqu'île du Cotentin jusqu'au Pays Basque et puis même des nuages d'altitude qui d'ailleurs, entre nous soit dit, annoncent une nouvelle perturbation pour les jours qui viennent. Du mauvais temps toujours sur le nord-est avec des chutes de neige, toujours sur les Vosges et du beau temps autour de la Méditerranée, entre les deux, un ciel variable. Rapprochons-nous un petit peu pour voir ce qui va se passer d'ailleurs sur le nord-ouest demain après-midi. 14 à Rezé, dans la banlieue de Nantes, à Maintenon, au sud de Paris, il fera 12 degrés et 11 à Bourganeuf, avec donc nuages d'altitude sur le nord-ouest et puis quelques petites averses ici ou là. C'est variable, c'est du ballottage. Maintenant, les masses d'air nous montrent que nous sommes encore un petit peu dans un flux de nord. Nous avons 3 degrés. En dessous des températures de saison, puisqu'il y aura de -1 jusqu'à +9 demain matin. Et demain après-midi, le minimum, il sera de 8 degrés sur le nord-est pour atteindre 18 degrés au maximum sur le sud-est. Et puis, mercredi, eh bien, une nouvelle perturbation qui arrive sur la Bretagne, précédée par un ciel avec des nuages d'altitude, du beau soleil partout ailleurs. Cette dépression dans la nuit va se déplacer très rapidement vers l'est. On la retrouvera donc de la jusqu'au nord des Alpes avec toujours un petit peu de neige, du beau soleil autour de la Méditerranée, un ciel variable ailleurs. Très bonne soirée à tous devant France 2, bien sûr, merci. Darty, le contrat de confiance. Même s'il est déjà très tard, et je vous souhaite une bonne fin de nuit. Il y a 10 ans, Music Zocker donnait un coup de pouce au démarrage de sa carrière. Aujourd'hui, Nathalie Dessay est la soprano française la plus populaire, consacrée par une victoire de la musique classique 2002. Retrouvez-la pour un entretien avec Ève Ruggieri, juste après le journal de la nuit.
J'aime bien créer, avoir des idées et les exploiter. Alors vous allez me dire, c'est quoi son idée? Mais on se demande, nous on est là. Eh bien, c'est un soutien-gorge gonflable. Oh, une petite sortie de bain très mignonne. Le gant lumineux. Une gamelle. Et voilà la petite ombrelle, mon Qu'est-ce qui se passe? Ça sonne. Ah, vous voyez, ça fait une petite sonnerie. Ah bah bravo l'émission, les bulles dans tous les sens. Demain soir, c'est au tour de Gad Elmaleh, Sonia Rolland et les chasseurs d'idées de Frédéric Lopez que volent dans tous les sens des idées pour les étourdis, les toutous, les nanas, les bricolos. Fallait y penser sur France 2. Allô, Paul? Dis, c'est la nouvelle Saab 9.5 diesel que tu conduis, là? Je pourrais peut-être l'essayer, non? C'est la Saab 9.5 2 litres de TID ou la V6 3 litres TID? En tout cas, ça a l'air de te plaire, hein? Bon, tu me laisses le volant maintenant? Paul, je sais que tu m'entends. Nouvelle Saab 9.5 2 litres de TID et V6 3 litres TID, le meilleur de la technologie diesel par Saab. Venez les essayer chez votre concessionnaire Saab. Many rivers to cross, and it's only my will that keeps me alive. I've been ripped, washed up for years, and I'm Êtes-vous sûr d'avoir le bon accompagnement, le bon service et le bon réseau pour vos télécoms? CGTEL, se dépasser pour vous donner de l'avance. Vous croyez peut-être que ce chien ronge un os? Eh bien pas du tout, il se nettoie les dents avec Dentarasque de Pédigré. Un os à mâcher savoureux qui aide à réduire la formation de la plaque dentaire et du tartre comme une brosse à dents. La friandise qui agit comme une brosse à dents, c'est Dentarasque de Pédigré. Lorsque vous avez la chair de poule comme ça, 2 héros valent mieux qu'un d'habitude. Matches Odyssey, attrapez-les. La France bat l'Italie. Paolo. Non, vous pouvez toujours nous battre au football, mais pour les pâtes, c'est nous les champions. Lo sto cru? Pâtes fraîches Lustu Cru, les pâtes préférées de Paolo. Madame, l'entreprise de votre mari est-elle en bonne santé? Vérifiez par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Savez-vous pourquoi 4 millions de personnes ont adopté les fauteuils et canapés stressless? Faites-vous une idée du confort absolu. Votre fauteuil s'adapte à vous et à vos envies de bien-être. Stressless, reposez-vous sur le numéro 1. Appelez le 0810 30 4000. France Inter présente I am Sushila Raman. my web of creation. My album is about music that crosses oceans. Hear my cry. I am Sushila Raman. Imagine all the people. Ah oui, non, on les entend bien, les voisins. Il était vraiment bien l'appartement qu'on a visité hier, hein? Grand, lumineux. Calme, bien insonorisé. Franchement, ça donne envie. De déménager? Ah oui. Prêt malin du Crédit Agricole, premier financier de l'habitat. C'est le moment d'avoir le coup de cœur malin. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu penseras à moi? Oui, tous les jours. Tu m'écriras? Oui. Et tu m'appelleras tous les jours, tous les jours. S'il avait la carte SFR, il aurait 50% de réduction vers son numéro. Pays réunis en une seule langue, l'arabe, la langue du prophète. 2 millions de fidèles à accomplir le même geste, au même moment.
Jamais une caméra étrangère n'avait approché de si près le cube sacré durant le pèlerinage. Découvrez les différentes étapes du pèlerinage annuel de la Mecque dans Envoyé spécial, jeudi soir sur France 2. Pour la première fois depuis les violents combats de la semaine dernière, 2 organisations internationales pénètrent dans le camp de réfugiés palestiniens de Jenin. Le Premier ministre israélien Ariel Sharon annonce un retrait de cette ville ainsi que de Naplouse d'ici une semaine. L'Italie menacée de paralysie ce mardi à la suite d'une grève générale unitaire, la première depuis 20 ans, un mouvement de protestation contre la politique sociale de Silvio Berlusconi. En France, 2 témoignages qui pourraient innocenter Patrick Dils. 2 pêcheurs affirment avoir vu Francis Holm, le visage ensanglanté près de l'endroit où 2 enfants avaient été assassinés. Madame, Monsieur, bonsoir. Colin Powell poursuit sa mission au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain rencontrera à nouveau Ariel Sharon demain, puis ce sera au tour de Yasser Arafat mercredi. L'idée d'une conférence pour la paix est toujours à l'étude, mais Ariel Sharon exclut toute participation du président palestinien. Dernier développement de cette journée avec d'abord un premier point sur la situation humanitaire à Jenin. Commentaire Lila Ben Salah. Le constat est édifiant. Le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie, jusque-là fermé à la presse et aux organisations humanitaires, n'est plus qu'un champ de ruines. 70 Palestiniens auraient trouvé la mort dans les combats et Jenin continue de chercher ses morts. Si ce bilan est plus qu'incertain, pour la Croix-Rouge, les survivants comptent plus que jamais. S'il est important d'enlever les cadavres, il est encore plus important d'aider les survivants et de nous arrêter, de reprendre langue avec les autorités israéliennes pour les responsabiliser, pour leur dire, aussi longtemps que ce camp de réfugiés reste une zone militaire fermée, vous êtes responsables du sort de la population civile et en particulier des blessés et des survivants. De son côté, le Premier ministre israélien Ariel Sharon a laissé entendre lundi qu'il retirerait ses troupes présentes à Jenin et à Naplouse d'ici une semaine. Aucune indication n'a été donnée quant aux villes de Ramallah et de Bethléem en Cisjordanie, toujours sous le contrôle de l'armée israélienne. Il a également plaidé pour la tenue d'une conférence au niveau ministériel pour la paix au Proche-Orient, ce qui de fait écarte le président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat du jeu diplomatique. Une éventualité politique qui a visiblement séduit le chef de la diplomatie américaine Colin Powell, toujours en tournée au Proche-Orient. Puisque de retour à Tel Aviv, après être passé par Beyrouth et Damas, ce dernier a affirmé que la présence de Yasser Arafat n'était pas nécessaire. Côté palestinien, la tenue d'une conférence régionale pour la paix au Proche-Orient a été rejetée en l'absence du président palestinien. Et George Bush déclare ce soir qu'un retrait israélien de Jenin et de Naplouse sera positif. Israël a arrêté ce lundi l'un des principaux dirigeants du Fatah de Yasser Arafat. Marwan Barghouti est accusé par l'État hébreu d'être l'instigateur d'une série d'attentats contre ses ressortissants. Un homme partisan de la poursuite de l'intifada qui a été interpellé à Ramallah. Anne Bonsinet. Homme de terrain, Marwan Barghouti est un proche d'Arafat. En octobre déjà, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt israélien. Il a été interpellé cet après-midi à Ramallah lorsque des unités spéciales ont encerclé l'immeuble où il se trouvait. À 3 heures, un de ses amis m'a appelé pour me dire qu'il était arrêté. On lui reproche d'avoir commencé l'intifada. Il sera toujours un leader pour le peuple palestinien. Marwan Barghouti est le chef des Tanzim, la branche armée du Fatah en Cisjordanie. Il est aussi considéré comme un des chefs des brigades El-Aqsa, une organisation qui dans un premier temps se cantonnait aux actions contre les colons et les soldats israéliens, avant de revendiquer plusieurs attentats suicides contre des civils en Israël. Le dernier a tué 6 personnes à Jérusalem vendredi. Marwan Barghouti est député au Parlement palestinien. Il est entré en clandestinité fin mars, mais prenait depuis longtemps des précautions pour sa sécurité. Il faut dire qu'en août dernier, il avait vu la mort de près, lorsque 2 missiles israéliens avaient pulvérisé la voiture dans laquelle se trouvait son garde du corps, à quelques mètres de lui.
Ce soir à Luxembourg, les chefs de la diplomatie des 15 ont souhaité ne prendre aucune initiative qui pourrait gêner la mission du secrétaire d'État américain. L'Europe appuie ainsi l'action de Colin Powell. Reportage de Christian-Marie Monod. L'Europe des 15 a du mal à participer activement à une sortie de crise au Proche-Orient. Dès l'ouverture des travaux, sur fond de manifestations pro-palestiniennes, l'Europe adopte un profil bas. Elle n'est pas invitée à une conférence internationale, elle le regrette, sans plus. Et pas de sanctions commerciales contre Israël, ce serait contre-productif. Priorité, soutenir l'Américain Colin Powell. Il n'a rien obtenu sur le cessez-le-feu, il n'a pas obtenu d'évacuation, il n'a rien obtenu sur l'humanitaire, je ne sais pas s'il s'est concentré là-dessus, mais en tout cas il n'y a pas d'éléments nouveaux. Donc il n'y a rien, mais ils en sont qu'au début du réengagement. La meilleure chose qu'on puisse faire en ce moment, c'est de l'aider. D'essayer d'augmenter ses chances de réussite. Les Européens ont condamné sans réserve la politique d'Ariel Sharon, mais sans prendre d'initiative. L'Europe est impuissante dans cette région du monde. Tous derrière le secrétaire d'État américain Colin Powell, mais sans illusion. Retour à présent sur les attentats du 11 septembre. Vous allez découvrir dans une bande vidéo le témoignage d'un des terroristes. Il s'appelle Ahmed Al-Aznaoui. Il est de nationalité saoudienne et il figurait parmi les pirates de l'air de l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie le 11 septembre. Un document diffusé sur la chaîne d'information du Qatar, Al Jazeera. À Washington, Étienne Lénard. Dans l'inépuisable flot d'images sur la tragédie du 11 septembre, on pensait avoir à peu près tout vu. De l'avion dans la tour jusqu'au fameux banquet où Oussama Ben Laden et ses amis se félicitaient des résultats de l'opération. Eh bien voici la dernière livraison diffusée par la chaîne d'information en langue arabe Al Jazeera. Ce jeune homme est Ahmed Al-Aznaoui. Il était le 11 septembre l'un des 19 pirates de l'air. Lui se trouvait ici dans la cage numéro 2 dans le vol 93 de la United Airlines en compagnie de 4 autres camarades. L'appareil aurait dû s'écraser sur Washington, mais après, semble-t-il, une bagarre avec les passagers, il avait fini sa course dans ce champ, en Pennsylvanie. À la manière des kamikazes palestiniens, Ahmed Al-Aznaoui aurait enregistré son message vidéo 6 mois avant les attentats. Il y explique qu'après avoir tué les Américains à l'extérieur de leurs frontières, Al-Qaïda allait porter la mort sur leur propre territoire. L'image des tours en flammes est évidemment un montage réalisé après les attentats par ceux qui ont envoyé la cassette à la chaîne Al Jazeera. Une cassette sur laquelle figure également cette autre image, filmée on ne sait ni où ni quand, mais forcément après le 11 septembre, puisqu'Oussama Ben Laden, apparemment en bonne forme et dans un décor bucolique, y écoute son bras droit Ayman El-Zawahiri qualifié de grande victoire les attentats contre New York et Washington. En Italie, tous les syndicats ont appelé à la paralysie du pays ce mardi, une mobilisation historique pour tenter de faire reculer Silvio Berlusconi sur son projet de réforme de la législation du travail. À Rome, Isabelle Stès et Dominique Merlin. Trains, avions, bus, écoles, banques, depuis 48 heures, les secteurs en grève défilent sur les écrans télévisés. C'est toute l'Italie qui risque d'être paralysée aujourd'hui. Après le succès de la manifestation qui avait rassemblé entre 1,5 million et 3 millions de personnes à Rome le mois dernier, les syndicats espèrent bien cette fois-ci faire reculer Silvio Berlusconi. Au cœur de la contestation, une réforme prévoyant de faciliter les licenciements, mais plus largement, les syndicats accusent le gouvernement de bafouer le dialogue social. Une grève générale, la première depuis 20 ans, qui n'impressionne guère Silvio Berlusconi. Nous ne sommes pas irresponsables au point de chercher la rupture avec des adversaires qui nous défient. Conforté par des sondages favorables devant un patronat qui lui est acquis, Silvio Berlusconi a réaffirmé samedi dernier qu'il poursuivra sa politique de réforme tout en appelant les syndicats à renouer le dialogue après la grève. S'il est difficile de prévoir l'impact de la grève générale, on se demande comment Silvio Berlusconi va se sortir de cette épreuve de force, d'autant que certains de ses alliés contestent son bras de fer avec les syndicats. En France, nous sommes à 5 jours de l'élection présidentielle. Les derniers sondages confirment la remontée des petits candidats. Résultat, dans le camp de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, les appels sont de plus en plus nombreux à souligner les risques d'abstention ou de dispersion au premier tour. Les principaux temps forts et déclarations de cette journée avec Olivier Poncelet. J-6 et sprint final pour les candidats à l'élection présidentielle. Avec à ses côtés l'ancien champion du 110 mètres haies Guy Dru, Jacques Chirac ne craint pas les obstacles, lui qui annonçait sur France Info sentir sa prochaine victoire. Comme pour mieux s'en convaincre, il s'est entouré de champions ce lundi à son QG de campagne et il en a profité pour en appeler à la tenue d'états généraux sur le sport.
Mais le président candidat donné favori par les derniers sondages doit s'inquiéter de la montée des prétendants moins en vue. C'est le cas de Christiane Taubira par exemple, qui a multiplié par 4 ses intentions de vote depuis son entrée en campagne. Créditée actuellement de 2% des suffrages, elle entend bien marquer sa différence. Je suis seule à plaider pour la reconnaissance des identités, qu'elles aient 2000 ans d'âge ou qu'elles soient plus récentes et liées à l'histoire coloniale de la France. La seule à plaider sans complexe pour laisser respirer les libertés locales en respect de la diversité des territoires. La seule à me positionner très clairement pour l'égalité des chances en disant que les politiques publiques doivent réparer les erreurs qui ont fait que sur l'ensemble du territoire, on n'a pas un égal accès au savoir, aux connaissances. La seule à dire très clairement qu'il faut que la République soit fraternelle, c'est-à-dire que les politiques publiques soient très fortement marquées par la solidarité. De solidarité, il en aura été question ce soir à la Mutualité, où le ministre Bernard Kouchner a parié au candidat vert Noël Mamère que les écologistes participeront à un prochain gouvernement de gauche. Solidarité donc, mais une solidarité critique des écologistes vis-à-vis du candidat Jospin, incapable, selon Noël Mamère, d'attirer les électeurs d'Arlette-l'Aiguillet. Peut-être qu'au deuxième tour, ils se diront entre Chirac et Jospin, on fait notre choix entre deux mots et on va choisir Jospin. En tout cas, au premier tour, la campagne que mène Jospin ne me semble pas les inciter à changer d'avis. Alors Noël Mamère entend bien occuper le terrain laissé vacant par le candidat socialiste. Demain, il s'adressera aux travailleurs devant les grilles de l'usine Danone de Rissorangis. La deuxième semaine du procès en appel de Patrick Dils, 2 témoignages vont peut-être innocenter l'accusé. 2 pêcheurs affirment avoir vu le tueur en série, Francis Holm, le soir de l'assassinat de 2 enfants. C'est la première fois qu'une cour d'assises recueillait leur déposition. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite et Frédéric Beaune. Émile et Joachim ont une passion, la pêche. Ce dimanche de septembre 86, jour du meurtre, ils plient leur matériel et rentrent chez eux lorsqu'ils découvrent Francis Holm le long d'une voie ferrée à 4 km du lieu du crime. Holm est recroquevillé et son visage est ensanglanté. C'est un mec qui était affolé. C'est un mec qui sortait de... Je sais pas, il était pas dans son... Il avait un visage qui faisait peur. Un témoignage important pour la défense, mais qui agace les parties civiles. Les 2 pêcheurs auront attendu 15 ans avant de parler. Pour la première fois dans ce procès, Patrick Dils peut souffler. Les regards se tournent désormais vers Francis Holm, le tueur en série. Holm, qui témoignera mercredi, nie toujours être l'auteur des crimes, mais il reconnaît aujourd'hui avoir croisé les enfants. En 1992, il racontait déjà cette scène aux gendarmes qui l'avaient arrêté. En fait, avec le recul, parce que j'ai travaillé plus de 5 ans d'affilée sur Francis Holm, ses affaires, je peux dire qu'il évoque directement l'affaire de Montigny-lès et du meurtre de ses 2 enfants. Et à chaque fois qu'il a évoqué une affaire, il était participant à cette affaire-là. D'ailleurs, ce jour-là, il m'a évoqué d'autres petites histoires qui ont trouvé des épilogues judiciaires où il a été confondu. Holm n'a jamais de mobile, poursuit l'enquêteur. Ses meurtres sont extrêmement violents et il a déjà tué à coups de pierre. Demain, d'autres enquêteurs viendront à la barre, des gendarmes qui ont récemment repris l'enquête à zéro. Leur conclusion est la suivante: le meurtre des 2 enfants de Montigny-lès porte la quasi-signature criminelle de Francis Holm. Une nouvelle bagarre entre sans-papiers dans le centre de la Croix-Rouge de Sangatte. Elles sont fréquentes, mais pour la première fois, un homme a été tué. Nicolas Châteauneuf et Patrick Wurstern. Sous le drap, la première victime d'un meurtre au centre de Sangatte. L'homme était un membre de la communauté kurde, âgé d'une vingtaine d'années. Selon nos informations, il s'agirait d'un passeur. Tout a commencé en début d'après-midi lorsqu'une bagarre dégénère avec un autre passeur, kurde lui aussi. Un couteau est sorti, l'homme est tué de plusieurs coups dans le dos. 2 autres personnes blessées ont été transférées à l'hôpital de Calais. Pour le maire de Sangatte, la situation à l'intérieur du camp est devenue intenable. Les événements précédents avaient aussi montré qu'il y avait une tension. Cette tension est montée d'un cran effectivement, parce que les difficultés pour passer en Grande-Bretagne sont de plus en plus difficiles, et par conséquent, les réfugiés et les clandestins restent sur le centre beaucoup plus longtemps. Sur place, la police judiciaire a commencé son enquête. 3 pelotons de CRS sont présents sur le site pour prévenir tout règlement de compte. Le camp accueille aujourd'hui 1500 réfugiés. Il était prévu à l'origine pour 800 places. En bref, d'autres informations en France avec les commentaires de Sandra Resnikov. Opération péage gratuit près de Toulouse. Beaucoup de douaniers sont encore en colère. Cela fait 1 mois qu'ils sont mobilisés. Ce lundi, ils ont décidé de rejeter les propositions du ministère des Finances sur la revalorisation de leurs primes de risque et sur la bonification retraite.
Ils vont encore poursuivre leurs actions et annoncent un nouveau temps fort jeudi. Ces caravanes sont nombreuses, leur stationnement inapproprié. Depuis plusieurs mois, les gens du voyage s'installent sur la pelouse de ce campus universitaire près de Grenoble. La tension monte, voire se dégrade. Étudiants et enseignants ont organisé lundi une manifestation. Ils étaient environ 300 à bloquer la circulation. Côté mairie, pas d'expulsion, seulement une plus forte présence policière. Cette petite commune de 400 habitants est ce que l'on appelle une zone blanche. Ici, les téléphones portables ne passent pas, alors que 10 km plus loin, les 3 réseaux sont présents. La raison semble être plus économique que politique. Installer une antenne comme celle-ci coûte 150 000 €, soit 1 million de francs. C'est ainsi qu'en France, plus de 5000 communes sont aujourd'hui encore privées de portables. Le groupe Lucien Barrière a gagné le gros lot. Cela fait longtemps qu'il les attendait, elles sont arrivées. 130 machines à sous aux portes de Paris, la capitale représente le plus grand marché français. À l'ouverture lundi, le parking affiché complet et la patience était de mise. Mais les accros des rouleaux risquent de vite déchanter car pour jouer, il y a un droit d'entrée entre 14 et 25 €, une première en France. Et attention pour ces messieurs, le costume cravate est exigé. Théâtre, la pièce d'Ibsen et Gabler n'avait pas été jouée depuis plus de 20 ans en France. La troupe du Français vous permet aujourd'hui de la découvrir au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris. Une pièce qui nous raconte le parcours d'une femme monstrueuse mais néanmoins attachante. Un être qui n'a pas eu le courage de vivre ses passions. Reportage Geneviève Moll et Bernie Mériot. Avec cette fille-là, il n'y aura pas moyen de s'arranger. Pas moyen de s'arranger. Avec Berthe? Voyons, qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Regarde, elle laisse traîner son vieux chapeau sur la chaise. Oh, Eda. Songe un peu, si quelqu'un venait et voyait ça. Non mais Eda, c'est le chapeau de tante Julie. Vraiment? Mais oui, c'est bien mon chapeau. Eda Gabler, c'est mes alliés. La fille du général Gabler a épousé un obscur chercheur en histoire du Moyen-Âge, Georges Tessman. Et il est affublé d'une vieille tante insupportablement présente. Le langage sert à mentir, sert à ne pas dire, et puis de temps en temps on dit la vérité dans une phrase, dans un mot. Il y a un mot qui sort et qui lui est vrai. Et le reste, c'est une manipulation par le discours des personnages les uns envers les autres. Combien de temps Eda Gabler va-t-elle cacher son non espoir dans cette vie étriquée? Elle qui, avant le pâle Georges Tessman, a connu le plus dissolu des amants possibles. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué comme vous m'en menacez? J'ai tellement peur du scandale. Oui, Eda, vous êtes lâche au fond. Terriblement lâche. On se laisse prendre par cette femme quand même mystérieuse, vénéneuse, ténébreuse, on ne sait pas très bien qui elle est, et on finit à rôder autour d'elle, on finit par rentrer dans cette atmosphère et cette ambiance, et ça fait un peu peur. Homme de principe, à tout jamais, c'est bien, c'est ce qu'un homme doit être. Avec des comédiens exactement dans leur rôle, une mise en scène qui rend toute la complexité et toute l'actualité de la pièce d'Ibsen. Voilà, c'est avec cette pièce que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Faites de très beaux rêves. À demain.